Mes parents ont failli me mettre à la porte lorsque j'avais 16 ans, à cause de soupçons infondés concernant une prétendue liaison. Des années plus tard. J'ai aujourd'hui 28 ans. Les événements qui ont tout déclenché ont commencé lorsque j'en avais 16. Les personnes concernées sont ma mère, mon père et ma sœur cadette, Chloé. Elle a 5 ans de moins que moi, ce qui signifie qu'elle avait 11 ans au moment du premier incident majeur. Elle en a 23 aujourd'hui. Il y a également un homme que j'appellerai Richard, l'ex-compagnon de ma mère avant qu'elle ne rencontre mon père, du moins c'est ce que je croyais. Notre vie de famille, avant mes 16 ans, me semblait plutôt ordinaire. Nous vivions dans une maison de banlieue. Mon père occupait un poste exigeant, souvent avec de longues heures de travail, mais il restait une présence calme lorsqu'il était à la maison. Ma mère, quant à elle, était mère au foyer durant la plus grande partie de notre enfance, avant de travailler à temps partiel. Elle avait une présence plus changeante, parfois très impliquée, parfois distante. Chloé, en tant que Benjamin, recevait généralement plus d'affection ou de tolérance manifeste que moi. J'étais un enfant plus discret, plus indépendant. Il arrivait que mes parents se disputent, des disputes de celles qui rendent l'atmosphère lourde, pesante, mais rien ne laissait présager une faille profonde dans les fondations familiales. L'année de mes 16 ans, Richard a repris contact avec ma mère. Je ne l'ai pas su immédiatement. Ce que j'ai remarqué, c'est que ma mère semblait de plus en plus agitée au fil des semaines. Elle devenait secrète avec ses appels, s'enfermant dans sa chambre ou sortant dans le jardin pour téléphoner. Mon père paraissait également tendu, et des conversations discrètes et chargées de tension se multipliaient entre eux, une fois que Chloé et moi étions censés dormir. Un soir, mes parents m'ont convoqué. Ma mère avait le visage livide, et mon père paraissait en colère, mal à l'aise. Ils m'ont expliqué que Richard, un ancien petit ami de ma mère, affirmait avoir eu une liaison avec elle à l'époque où j'aurais été conçu. Il prétendait être mon père biologique. Je me souviens être resté là, figé, incapable de concevoir une idée aussi invraisemblable. Ma mère a nié avec vigueur. Elle soutenait que Richard mentait, qu'il était amer depuis leur rupture des décennies auparavant et cherchait à semer la zizanie. Mon père, silencieux, écoutait. Il ne semblait pas totalement convaincu. Son regard allait de ma mère à moi, inlassablement. Dans les jours suivants, l'ambiance à la maison est devenue insupportable. Ma mère pleurait souvent, parfois bruyamment, parfois en silence. Mon père s'est replié sur lui-même, et lorsqu'il parlait, sa voix était sèche. Richard, paraît-il, insistait lourdement. Il ne se contentait pas d'accusations vagues, il fournissait des dates, des lieux, des détails précis sur des prétendus rendez-vous avec ma mère, correspondant à la période précédant ma naissance. La pression montait. Ma mère continuait d'affirmer que Richard était un manipulateur. Mon père a finalement dit que, pour mettre un terme à tout cela, il souhaitait que je réalise un test de paternité. Selon lui, c'était pour prouver que Richard se trompait et préserver notre famille. Ma mère était d'accord, disant que cela l'innocenterait. Je n'avais guère d'autre choix. J'avais 16 ans. J'ai accepté. L'attente du rendez-vous, puis des résultats, a été l'une des périodes les plus longues de mon existence. J'ai tenté de faire comme si de rien n'était, d'aller en cours, de faire mes devoirs, mais la maison était devenue une cocotte minute. Mes parents ne se parlaient presque plus. Quand ils s'adressaient à moi, c'était avec une distance étrange, comme s'ils voyaient en moi un point d'interrogation. Chloé, encore jeune, ne comprenait sans doute pas les tenants et aboutissants, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Le jour de la remise des résultats, mon père est allé les chercher. De retour à la maison, il s'est assis avec ma mère et moi autour de la table de la cuisine. Il a ouvert l'enveloppe, lu le document, puis a levé les yeux et déclaré, d'un ton neutre, que le test confirmait qu'il était bien mon père biologique. Les réactions ont été étranges. Ma mère s'est effondrée en larmes, répétant qu'elle le savait depuis le début, que Richard était un menteur. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un soulagement si intense qu'il m'en a presque étourdi. Mon père était bien mon père. Le cauchemar prenait fin. Mais ce n'était pas le cas. 1 ou 2 jours plus tard, une fois l'euphorie de la prétendue réhabilitation de ma mère retombée, mes parents m'ont de nouveau convoqué. Cette fois, la conversation fut plus froide, plus distante, que celle où il m'avait annoncé les propos de Richard. Mon père a parlé le plus. Il a reconnu que le test était formel, mais a ajouté que la précision des souvenirs de Richard, sa connaissance des faits, restait troublante. Il a expliqué que ma mère avait reconnu avoir eu des contacts avec lui à cette époque, tout en insistant sur leur caractère anodin, affirmant que Richard avait tout déformé. Ma mère gardait les yeux baissés, silencieuse. Puis mon père a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit qu'ils en avaient discuté et envisageaient de me demander de quitter la maison quelque temps. Il a ajouté que, malgré le test, cette histoire avait jeté une ombre sur la famille. Les affirmations de Richard,
notamment sur une relation prolongée avec ma mère, les faisait douter qu'elle ait tout dit. Peut-être pas en lien direct avec ma naissance, mais néanmoins perturbateur. Il a utilisé l'expression « au cas où ». Au cas où quoi? Que je sois un rappel vivant d'une période difficile? Que ma simple présence continue d'alimenter les tensions? Ou bien qu'une part d'eux, malgré la preuve ADN, conservait un doute, ou une forme de dégoût face à une hypothèse pourtant réfutée? Ma mère ne l'a pas contredit. Elle est restée là, silencieuse, sans croiser mon regard. L'idée même qu'ils aient pu envisager une telle chose, après un test prouvant que j'étais bien leur fils, après m'avoir suspecté pendant des semaines à cause du passé de ma mère, dépassait l'entendement. Ils avaient réellement envisagé de chasser leur propre fils de 16 ans, dont la filiation venait pourtant d'être confirmée, à cause des insinuations non prouvées d'un ex-compagnon et du manque de transparence de ma mère sur ses échanges avec lui. Finalement, ils ne m'ont pas mis dehors. Peut-être ont-ils vu mon expression. Peut-être ont-ils compris à quel point leur projet était déraisonnable. Mais la vie n'a pas repris son cours normal. Une paix fragile, artificielle, s'est installée dans la maison. Ma mère elle agissait comme si toute cette histoire devait être oubliée, que puisque ma filiation avait été confirmée, tout allait bien. Mon père, lui, est resté distant pendant longtemps. Il ne s'est jamais excusé d'avoir envisagé que je quitte la maison. Ma mère non plus ne s'est jamais excusée pour la situation engendrée par ses actes passés. Ma relation avec eux, tous les deux, a été irrémédiablement altérée. La confiance que j'avais en eux, le sentiment de sécurité, avait disparu. Je les voyais autrement. Je percevais désormais ma mère comme quelqu'un capable de comportements pouvant ébranler toute une famille, sans jamais assumer pleinement les conséquences. Quant à mon père, je le voyais comme un homme qui, face à une crise, pouvait envisager de m'écarter simplement pour apaiser son malaise ou ses soupçons, même en présence de preuves contraires. Je me suis replié sur moi-même à la maison. Je me suis concentré sur l'école, sur l'obtention de bonnes notes, sur la construction d'un avenir indépendant, sans dépendre d'eux. Je passais plus de temps avec mes amis ou seul dans ma chambre. Le sujet de Richard, des accusations d'adultère, du test de paternité et de la discussion concernant mon départ n'a plus jamais été évoqué par aucun d'entre nous. C'est devenu une énorme chose silencieuse, un poids muet au cœur de notre vie familiale. Je pense que Chloé est restée largement ignorante de ce que j'avais traversé. Elle savait qu'il y avait eu une grosse dispute liée à un homme du passé de notre mère, mais sans en connaître la portée réelle. Les années ont passé. J'ai terminé le lycée avec de bons résultats. Je suis allé à l'université dans une autre ville, ce qui fut un soulagement. La distance physique a facilité la distance émotionnelle. J'ai étudié avec acharnement, obtenu mon diplôme, puis un bon emploi. J'ai bâti ma propre vie, mon propre réseau de soutien. J'étais devenu autonome. Mes contacts avec mes parents durant ces années étaient réguliers, mais superficiels. Nous nous appelions toutes les 2 ou 3 semaines. Je rentrais pour les grandes fêtes. La vieille tension demeurait, du moins pour moi. Eux semblaient être passés à autre chose, ou du moins avoir enfoui tout cela avec efficacité. Chloé a grandi. Elle est allée à l'université à son tour. Elle entretenait une relation plus proche avec eux, ce qui était compréhensible. Elle n'avait pas été l'objet de cette crise familiale particulière. Je n'ai jamais parlé en détail de ce qui s'était passé avec elle. Ce n'était pas à elle de porter ce fardeau. J'étais poli, j'assurais les devoirs de base d'un fils, mais je gardais une partie importante de moi-même à l'abri d'eux. Il n'y avait pas de réelle chaleur, aucune connexion profonde. C'était une relation fonctionnelle, rien de plus. Il y a environ 6 mois, tout a de nouveau été bouleversé. Mon père, tout à fait par hasard, a découvert de vieux messages dans une ancienne boîte mail de ma mère, qu'elle utilisait rarement, mais qui était restée connectée sur un vieil ordinateur familial. Il ne cherchait rien en particulier, il faisait simplement du ménage numérique. Ces messages ne provenaient pas de Richard, mais d'un autre homme, dont je n'avais jamais entendu parler. Les messages, datant de plus de 20 ans, décrivaient une liaison continue que ma mère entretenait avec cet homme. Une liaison survenue après ma naissance, mais, cruellement, autour de la période où Chloé avait été conçue. Les messages ne laissaient que peu de place au doute. Mon père a confronté ma mère. Cette fois, les preuves étaient apparemment irréfutables. Et d'après ce qu'il m'a raconté plus tard, lors d'un rare appel téléphonique tendu, ma mère a tout avoué. Elle a reconnu la liaison. Elle a admis qu'elle avait toujours su que Chloé n'était pas la fille biologique de mon père. Elle avait gardé ce secret durant toute la vie de Chloé, pendant plus de 20 ans. Elle avait laissé mon père l'élever, l'aimer, subvenir à ses besoins, tout en sachant la vérité. Elle m'avait vu traverser une crise de paternité à 16 ans, alors qu'elle portait en elle un secret bien plus lourd concernant les origines de Chloé. Les conséquences furent immédiates et chaotiques. Mon père était bouleversé, ce qui était naturel.
Mais c'est leur réaction, à lui et à ma mère, envers Chloé, qui a déclenché la situation actuelle entre eux et moi. Chloé, désormais âgée de 23 ans, a appris la vérité. Elle était, à juste titre, choquée, confuse et profondément affectée. Son identité entière était remise en question. Pourtant, mes parents, tous les deux, se sont immédiatement rassemblés autour d'elle. Ils sont devenus une source inépuisable de réconfort et de soutien. Mon père, l'homme trahi, a assuré à Chloé que cela ne changeait rien, qu'il restait son père à tous les égards qui comptent. Ma mère était pleine d'excuses à son égard. Ils ont présenté un front uni de soutien indéfectible envers elle. Lorsque j'ai appris tout cela, et en particulier la manière dont ils accompagnaient Chloé, j'ai été stupéfait. Non pas que Chloé méritait moins de soutien, elle était innocente dans toute cette affaire, mais l'hypocrisie était douloureuse. Je me souvenais clairement de mes 16 ans, de cette période où l'on me faisait sentir comme un problème potentiel, une source de honte, le sujet d'une discussion, au cas où, pour m'expulser, et ce, même après qu'un test ADN ait prouvé que mon père était bien mon père. La situation de Chloé incarnait précisément les craintes qu'il disait avoir eues à mon sujet. Mais c'était ma mère qui avait activement trompé tout le monde pendant des décennies. Je les ai appelés. J'ai parlé à ma mère et à mon père. Je n'ai pas crié. J'ai simplement, calmement mais très clairement, souligné l'énorme différence dans leur réaction. Je leur ai rappelé ce qu'ils m'avaient fait subir lorsque j'avais 16 ans. Je leur ai demandé comment ils pouvaient justifier le fait d'apporter un soutien inconditionnel à Chloé ou ce qu'elle méritait, alors que moi, j'avais été confronté à la suspicion et à la menace d'être abandonné, dans des circonstances bien moins graves et qui se sont révélées fausses, engendrées par le mauvais jugement de ma mère en ce qui concernait Richard. Je leur ai demandé s'ils comprenaient ce que cela me faisait de voir une telle disparité. Je ne leur demandais pas que Chloé soit traitée durement. Je réclamais simplement une reconnaissance de ce que j'avais subi, peut-être même des excuses, maintenant qu'ils avaient un point de comparaison concret sur la manière dont des parents peuvent gérer une crise de paternité. Leur réponse fut un front commun de déni et d'attaque. Ma mère m'a accusé d'être égoïste, de vouloir ramener la crise de Chloé à moi. Mon père m'a traité de sans-cœur, me reprochant d'évoquer le passé en un moment aussi douloureux. Il a affirmé que ma situation était totalement différente, car Richard était un accusateur extérieur, tandis que cette situation actuelle était une affaire interne à la famille qu'il gérait avec compassion. Le fait que ma mère soit l'élément commun aux deux affaires, et que ses actions soient à l'origine de tout, semblait leur échapper. Ils ont refusé de reconnaître la moindre hypocrisie, le moindre tort dans la manière dont ils m'avaient traité des années plus tôt. Ce fut la goutte d'eau. Leur totale incapacité à voir, ou à admettre, l'injustice flagrante de leur comportement, leur empressement à m'attaquer simplement parce que je demandais une reconnaissance équitable, ou du moins une prise de conscience des erreurs du passé, a rompu définitivement le dernier fil, déjà fragile, qui me liait encore à eux par obligation. Je leur ai dit que si leur position était de ne pas comprendre la mienne, s'ils refusaient de voir l'hypocrisie flagrante, et s'ils étaient prêts à me qualifier d'insensible simplement parce que je souhaitais que mes traumatismes passés soient reconnus à la lumière des événements actuels, alors je n'avais plus rien à leur dire. Je leur ai annoncé que j'en avais terminé avec notre relation, aussi superficielle soit-elle. J'ai ensuite mis fin à l'appel et bloqué leur numéro. Je les ai également bloqués sur les réseaux sociaux. Je ne souhaitais plus aucun contact. Quelques semaines plus tard, les reproches ont commencé. Ma mère, puis mon père à travers son propre compte, ont commencé à publier des messages vagues et larmoyants en ligne, évoquant des enfants qui oublient les sacrifices de leurs parents, la douleur d'être rejeté par quelqu'un que l'on aime sans raison valable, ou encore le manque de compassion de certaines personnes lorsque la famille traverse une crise. Il était évident qu'ils faisaient allusion à moi. Des connaissances communes ont commencé à me poser des questions subtiles. Je n'avais aucune intention de les laisser contrôler le récit ni de les laisser me faire passer pour le méchant, après tout ce qui s'était passé. Alors j'ai rédigé une seule publication, détaillée, sur ma propre page. Je n'ai utilisé aucun langage agressif. Je me suis contenté d'exposer les faits de manière très claire. J'ai décrit la situation lorsque j'avais 16 ans, le test de paternité, la menace d'être mis dehors, au cas où. Puis j'ai relaté la révélation récente au sujet de Chloé, la tromperie que ma mère avait entretenue pendant des décennies, et la réaction pleine de soutien de mes parents envers Chloé, en contraste avec leur condamnation lorsque j'avais simplement demandé une reconnaissance équivalente. J'ai indiqué que leur publication en ligne m'était manifestement destinée et qu'elle déformait les raisons pour lesquelles j'avais cessé tout contact. J'ai terminé en disant que j'avais pris cette décision pour préserver mon bien-être, et que je leur souhaitais sincèrement de résoudre leurs problèmes familiaux actuels sans moi. La réaction à ma publication fut significative. De nombreuses personnes connaissant notre famille ont exprimé leur stupéfaction. Certains, qui avaient vu les publications vagues de mes parents, ont immédiatement compris le contexte à la lumière de mes explications. D'après ce que j'ai entendu de manière indirecte, je n'ai pas réagi directement, mes parents ont été profondément embarrassés. Ils ont supprimé leur message dans les 24 heures.
Ma mère a désactivé son compte pendant un certain temps. Voilà où en sont les choses. J'ai coupé les ponts. Ils ont tenté de manipuler la perception publique. J'ai répliqué avec la vérité complète. Et ils ont été publiquement humiliés. Je ne ressens aucun remords pour avoir dit la vérité, surtout puisqu'ils ont été les premiers à rendre cette affaire publique. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Depuis ma publication, ils n'ont pas cherché à me recontacter, et je n'ai pas pris l'initiative de le faire non plus. Ma question, après avoir tout exposé ainsi, est la suivante: suis-je allé trop loin en révélant tous les détails publiquement? Ce sont eux qui ont initié l'aspect en ligne, mais j'ai intensifié la situation en entrant dans les spécificités. Était-ce justifié, au vu de l'historique et de leurs actions, ou suis-je moi aussi devenu une partie du problème en m'exprimant publiquement? Je ne cherche pas de réconciliation. Je suis certain que les ponts sont brûlés, et, à vrai dire, c'est moi qui ai allumé l'allumette après qu'ils m'ont tendu l'amadou. J'imagine que j'essaie simplement de comprendre si ma réponse, la révélation publique, constituait une réaction proportionnée à leur provocation et à la somme de leur comportement envers moi au fil des années. Environ 3 semaines se sont écoulées depuis que j'ai publié mon message initial. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui ont lu mon histoire et partagé leur point de vue. J'ai reçu de nombreux commentaires et messages privés. Je n'ai pas répondu à beaucoup d'entre eux individuellement, car je devais encore digérer beaucoup de choses, mais je les ai tous lus. C'était, d'une manière étrange, réconfortant de voir cela posé par écrit, et de savoir que d'autres personnes pouvaient percevoir le schéma de comportement que je décrivais. Beaucoup de lecteurs ont demandé des précisions, je vais donc essayer d'aborder ici les points les plus souvent soulevés. L'âge de Chloé et sa réaction. Chloé avait 23 ans lorsque la vérité sur sa filiation a été révélée. Comme je l'ai mentionné, elle a été dévastée. D'après ce que j'ai entendu de manière indirecte, car je n'ai pas parlé à Chloé depuis que j'ai coupé les ponts avec mes parents, elle souffre toujours, mais reçoit beaucoup de soutien de la part de mon père. Ma mère, quant à elle, tente de se racheter auprès d'elle. J'ignore quelle est actuellement la nature de sa relation avec l'homme qui est son père biologique, ou même s'il y a eu un contact établi. Mon problème n'a jamais concerné Chloé ni le soutien qu'elle a reçu. Ce qui me posait problème, c'était le contraste frappant dans le comportement de mes parents envers leurs enfants, dans des situations remarquablement similaires du point de vue de la crise parentale, ainsi que leur refus d'admettre cette disparité. Ce que signifiait pour moi un traitement équitable, lorsque j'ai parlé à mes parents et que j'ai évoqué un traitement équitable, je ne leur demandais pas de traiter Chloé avec suspicion ni de la menacer. Ce serait cruel, et elle, tout comme moi, était une personne innocente dans son propre contexte de paternité. Ce que je souhaitais, c'était qu'ils reconnaissent combien j'avais été traité de manière injuste à l'âge de 16 ans. Je voulais qu'ils prennent conscience de l'hypocrisie de leurs actes, qu'ils comprennent que leur réponse à mon égard, suspicion, possibilité d'abandon, même après un test ADN confirmatif, et aucune excuse pour l'angoisse causée par les échanges passés de ma mère avec Richard était blessante et injuste, surtout lorsqu'on la compare avec leur réaction actuelle, débordante de soutien inconditionnel envers Chloé, dont la situation trouve son origine dans une tromperie beaucoup plus grave. Prolongée de la part de ma mère. Des excuses pour la manière dont il m'avait traité à l'époque, à la lumière de la façon bien plus compatissante dont il gérait la situation de Chloé, auraient constitué un premier pas. Au lieu de cela, ils m'ont qualifié de sans cœur. Détails sur les publications en ligne de mes parents, leurs messages n'étaient pas des attaques directes me nommant, mais faisaient fortement allusion à moi. Ma mère écrivait des choses comme « Le monde est cruel quand ton propre enfant te tourne le dos au moment le plus sombre de ta vie » ou « Tu fais de ton mieux en tant que parent, mais parfois cela ne suffit pas face à des cœurs ingrats ». Les publications de mon père étaient similaires, évoquant le manque de loyauté de la jeune génération, et à quel point certaines personnes oublient facilement qui les a élevés lorsque les choses deviennent difficiles en famille. Ces messages étaient accompagnés de commentaires de leurs amis leur exprimant leur sympathie pour cette période difficile, bien entendu sans connaître les faits réels. Tout cela visait clairement à me faire passer pour un fils froid et ingrat, ayant abandonné sa famille au cœur d'une crise que je n'avais en rien provoquée. Détails sur ma réponse en ligne, ma publication était factuelle et chronologique. J'ai décrit l'incident avec Richard à mes 16 ans, le test de paternité, la conversation durant laquelle mes parents envisageaient de me demander de quitter la maison, au cas où. J'ai ensuite avancé dans le temps jusqu'à la découverte récente concernant Chloé, en expliquant que ma mère connaissait la vérité sur sa filiation depuis plus de 20 ans. J'ai indiqué que mes parents soutenaient Chloé, ce que j'ai répété être une chose appropriée mais qu'ils m'avaient traité de sans cœur pour avoir souligné la différence flagrante dans leur comportement à mon égard des années auparavant. J'ai mentionné que ma décision de couper les ponts était le résultat direct de ce schéma de comportement répété. Leur déni actuel, ainsi que leurs accusations, et le fait qu'ils aient publié en ligne des messages vagues, ont été les éléments qui m'ont poussé à partager le contexte complet. Je n'ai pas inclus de capture d'écran des messages ni du test de paternité, comme certains l'ont demandé. J'estimais que le récit détaillé des événements suffisait à faire passer mon message. Je n'ai utilisé aucun langage incendiaire.
Je me suis simplement contenté d'énoncer ce qui s'était produit. En lisant les commentaires de ma publication initiale, de nombreuses personnes ont validé mes ressentis concernant l'hypocrisie et l'injustice dans les actions de mes parents, à la fois passées et présentes. Certaines personnes ont exprimé des doutes quant au fait de rendre l'affaire publique, en suggérant que cela pourrait aggraver la situation ou rendre toute réconciliation impossible. Mais comme je ne cherchais pas à me réconcilier avec eux, il est bien trop tard pour cela, le mal ayant été fait à mes 16 ans et s'étant aggravé depuis, cette considération ne comptait pas pour moi. Ma motivation principale pour la publication publique était de rectifier le récit erroné qu'ils tentaient de créer. Ce sont eux qui ont rendu l'affaire publique avec leurs accusations floues. J'ai estimé avoir le droit de me défendre avec la vérité. En y repensant ces dernières semaines, ma détermination n'a fait que se renforcer. Leur tentative de me faire passer pour le méchant était une continuation prévisible de leur comportement de toujours, nier, détourner et désigner un bouc émissaire dès que leurs actes sont remis en question. Ma mère l'a fait avec Richard, et mes 2 parents l'ont fait avec moi lorsque j'ai dénoncé leur hypocrisie. Je ne regrette pas d'avoir rétabli les faits. Au contraire, cela m'a semblé être un acte nécessaire de préservation de soi et une manière de reprendre le contrôle de ma propre vie. Depuis ma publication et leur silence qui a suivi, ils ont rapidement supprimé leur message, comme je l'ai mentionné. Je n'ai eu à prendre aucune nouvelle mesure directe à leur égard. J'ai maintenu ma limite de non-contact. Leur numéro de téléphone reste bloqué. J'ai précisé à quelques connaissances communes qui ont tenté de faire le lien ou d'obtenir mon point de vue, que ma publication publique représentait justement ce point de vue. C'était la vérité, et il n'y avait rien d'autre à discuter. Je leur ai dit cela poliment, mais fermement, et que je ne souhaitais pas recevoir de messages transmis de la part de mes parents. Une de mes tantes, la sœur de mon père, m'a tout de même contacté. Elle m'a dit qu'elle avait lu ma publication et qu'elle avait été choquée par ce que j'avais révélé concernant la discussion, au cas où, lorsqu'on avait envisagé de me faire quitter la maison à l'âge de 16 ans. Elle m'a dit que mon père n'en avait jamais parlé à sa famille. Elle n'a pas cherché à excuser le comportement de mes parents, mais elle a exprimé sa tristesse face à l'éclatement de la famille. Je l'ai écoutée, je l'ai remerciée pour son appel, mais j'ai réaffirmé que ma décision à propos de mes parents était définitive. Je lui ai dit que ma relation avec elle n'avait pas besoin de changer, mais que je ne discuterais plus de mes parents avec elle. Elle a semblé respecter cela. La conséquence immédiate de ma réponse publique a été le silence du côté de mes parents, du moins à mon égard directement. La gêne publique que j'évoquais dans ma publication initiale semble avoir été efficace pour mettre un terme à leur tentative de manipulation en ligne. J'ai appris par un cousin qu'il y avait eu beaucoup de discussions inconfortables parmi leurs amis et certains membres de la famille élargie, qui, jusque-là, n'avaient entendu que la version vague de mes parents. Ma publication, apparemment, a comblé de nombreuses zones d'ombre et modifié certaines perspectives. Je ne ressens aucune fierté dans tout cela. Il n'y a aucune joie à en tirer. C'est une fin triste et désordonnée à une relation déjà profondément défaillante. Mais je ressens un certain apaisement. Ce stress constant, discret mais permanent, celui de devoir gérer leurs attentes, de marcher sur des œufs, d'attendre la prochaine crise, a disparu. En rompant les liens et en révélant la vérité, je me suis retiré de leur sphère d'influence. Je n'ai pas parlé à Chloé. J'ignore si elle a vu ma publication ni ce qu'elle en pense. Mon différend n'a jamais été avec elle. J'espère qu'elle trouvera sa voie face à sa propre situation. Si un jour elle décidait de me contacter de manière autonome, en tant qu'adulte, je serais probablement ouvert à une conversation. Mais je ne ferai pas le premier pas. Pour l'instant, ma priorité est ma paix intérieure. Les actions que j'ai prises visaient à la préserver. Et je les assume pleinement. Mise à jour 2. Cela fait désormais un peu plus d'1 an depuis ma publication initiale, et environ 10 mois depuis ma première mise à jour, dans laquelle je décrivais les conséquences immédiates de ma décision de rendre publique l'histoire familiale. Beaucoup de choses peuvent se calmer en 1 an, mais d'autres peuvent aussi s'enraciner plus profondément. La situation avec mes parents est marquée par un silence total et ininterrompu. Ils n'ont fait aucune tentative pour me contacter depuis que leurs publications en ligne ont été réfutées par mon exposé factuel. De mon côté, je n'ai entrepris aucune démarche non plus. Il s'agit d'une rupture complète de la communication. D'après ce que je sais par des voies très indirectes, principalement ma tante, nous respectons néanmoins la limite que j'ai fixée, à savoir ne pas parler de mes parents en profondeur. Quelques bribes de nouvelles familiales générales me parviennent parfois, mais c'est tout. Il semble qu'ils se soient en grande partie repliés sur eux-mêmes. Un développement important, bien que peu surprenant, dont j'ai entendu parler, est que mon père a légalement adopté Chloé. Étant donné qu'il l'a toujours considérée comme sa fille, et à la lumière des révélations concernant ses origines biologiques, cela semble être une démarche logique pour officialiser leur lien. Ma tante l'a mentionné en passant. Je n'éprouve aucun sentiment particulier à ce sujet, si ce n'est le constater comme un fait. Cela ne change rien à ma situation ni à mes décisions.
Cela souligne peut-être encore davantage son engagement envers Chloé, ce qui met en lumière, par contraste, sa disposition passée à envisager de se débarrasser de moi. Ma relation avec Chloé reste inexistante. Je n'ai eu aucune nouvelle d'elle, et je n'ai pas cherché à la contacter. Je respecte le fait qu'elle est probablement encore en train de digérer les révélations concernant sa propre filiation, tout en essayant de gérer sa relation avec nos parents et, peut-être, avec son père biologique. Ma tante a mentionné une fois que Chloé se concentrait sur elle-même, ce qui me semble être une bonne chose. Si mes actions visant à révéler la vérité familiale lui ont causé une douleur supplémentaire, je le regrette, mais cela reste une conséquence des actes initiaux de mes parents et de leur tentative ultérieure de me dénigrer. Ma vérité était malheureusement entremêlée à la sienne. Ma mère, d'après ce que m'a dit ma tante, se consacre énormément à sa relation avec Chloé, essayant de réparer les dégâts causés par des décennies de mensonges. Il semble que Chloé soit devenue sa priorité principale, ce qui est compréhensible. Savoir si leur relation peut réellement se reconstruire ne m'appartient pas. Pour moi, la famille telle que je la connaissais est effectivement terminée. Les fêtes, les anniversaires sont passés sans le moindre contact. Cela a été étrange au début, cette absence même de communication minimale, mais c'est rapidement devenu ma nouvelle norme. Il est probable que ce soit ma dernière mise à jour sur ce sujet. La situation a atteint une forme de stabilité. Les lignes sont tracées, et chacun semble vivre dans les limites qu'il a choisies. Je ne vois aucune circonstance dans laquelle je reprendrai contact avec mes parents.